Comment ils vont? Et si Isack Hadjar avait déjà signé chez Red Bull pour 2026? C'est la rumeur la plus persistante avant ce nouveau week-end de course. Et honnêtement, c'est incroyable. Isack, après seulement une saison en Formule 1, pourrait intégrer un top team sur la grille. On va creuser le sujet dans cette vidéo, et je vous préviens, vous n'allez pas rester sur votre faim. C'est parti. Ce week-end, c'est le Grand Prix de Bakou, Isack Hadjar aurait signé chez Red Bull, McLaren peut-être sacré champion du monde, un pilote pourrait être suspendu. On est peut-être sur l'une des previews les plus croustillantes de la saison. Allez, on en parle. Les gars, encore une fois, je tiens à vous remercier pour votre engagement sur la chaîne. Les vues, les pouces levés, les commentaires, on les voit, ça fait plaisir. Ça aide énormément la chaîne. Alors encore une fois, un grand merci pour ça. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous, lâchez votre plus grand pouce levé et surtout profitez de la vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a aussi une deuxième chaîne qui existe où on raconte des histoires. Allez voir ça et lâchez aussi un petit abonnement pour ne pas rater la prochaine vidéo. Bakou, c'est quelque chose quand même. On en reparle en fin de vidéo évidemment pour le tour de circuit et un peu plus de détails. Mais vous le savez, j'aime bien me mettre dans l'ambiance avec un petit mot sur le circuit où la F1 va dans les previews. En fait, c'est marrant parce que mine de rien, ce Grand Prix de Bakou a réussi à entrer dans le cœur des fans. Alors sur le papier, c'est un circuit long qui comporte beaucoup trop de virages à 90 degrés. Perso, je suis pas hyper fan du tracé, c'est pas un secret. Mais bon, je sais que parmi vous, souvent ça fonctionne. Et ce qui est fou avec Bakou en vrai, c'est que souvent c'est tout blanc ou tout noir. Soit on se retrouve avec une course animée, soit c'est rompiche à souhait. L'an dernier par exemple, c'était vraiment cool. La première édition en 2016, les gars, c'était une procession. À Bakou, il y a une ligne droite énorme, il y a beaucoup de virages, ce qui fait que le tour est assez long. Les murs sont proches, donc l'erreur coûte très cher. Et les pilotes doivent vraiment être concentrés pour éviter les ennuis. Les dépassements, ils sont possibles, donc à tout moment, on va vers une belle édition. Est-ce que c'est ce qui nous attend? Impossible de savoir. Si c'est pas le cas, vous pourrez regarder le cadre qui pour le coup est assez intéressant avec le château et la vieille ville. Donc voilà, c'était pour vous mettre en jambe un peu. Ce week-end, c'est Bakou. Et encore une fois, bougez pas, on fait le tour de circuit plus tard dans la vidéo. McLaren peut être sacré champion du monde ce week-end. What? Vous ne rêvez pas, il pourrait être titré cette course avant la fin de la saison. En vrai, c'est ouf. J'ai l'impression qu'on était tellement concentré sur la lutte entre les deux pilotes qu'on en a oublié le championnat constructeur. Avant cette course, McLaren culmine à 617 points, quand Ferrari en a 280, Mercedes 260 et Red Bull 239. Cette domination est incroyable, et si elle continue, elle va devenir historique. Les gars, ils ont gagné 12 Grands Prix sur 16, fait 7 doublés. C'est normal qu'on en soit là en fait. Avec une concurrence aussi faible et une espèce d'alternance sur la deuxième force du plateau, vous avez capté, il n'y a pas de rival fort sur la saison, et ben on en est là. Du coup, il pourrait être champion ce week-end. Et la condition est simple. Ils doivent marquer 9 points de plus que Ferrari. S'ils font ça, tant qu'ils ne perdent pas 12 points sur Mercedes ou 33 sur Red Bull, ils seront titrés. En gros, quoi qu'il arrive, s'ils font doubler, c'est bon. S'ils font 1-3, c'est bon. Autant se dire que la probabilité que ça arrive, elle est assez forte. Ça fait peur, hein? Cette course avant la fin de saison, les gars, je vous le répète, ça serait un record. Qui aurait imaginé que la marque de Red Bull tomberait aussi vite? Pas moi et pas vous, j'en suis sûr. Alors c'est vrai que cette domination rend la saison un peu fade, hein? C'est vraiment très à sens unique. Mais bon, au moins les deux pilotes sont compétitifs et on a une bataille pour le championnat. En parlant de ça, d'ailleurs, l'écart entre les deux est de 31 points à l'instant où on se parle, et l'issue de ce Grand Prix pourrait être encore une fois déterminante pour la bataille entre les deux. Si Norris gagne, il reviendra dans un écart inférieur à une victoire. Si c'est l'inverse, on pourrait avoir un pas de Piastri vers le titre. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont arrêter de faire des courbettes, les gars, parce que perso, j'ai vraiment envie de voir une bataille pour un championnat. Un championnat de Formule 1, pas de Teletubbies. Pour ceux qui n'ont pas la ref, allez voir mon débrief de Monza. Le lien est en description. Bref, il pourrait se passer un truc super important ce week-end. Red Bull peut-elle répéter sa performance de Monza ce week-end? Et oui, parce que ce qui s'est passé en Italie, les gars, c'est digne de ce qu'on a pu voir en 2023. Un Max facile, tranquille, dominant, et une équipe imbattable tout simplement. Du coup, on en vient à se demander, est-ce qu'ils sont de retour et est-ce qu'ils peuvent réitérer cette performance incroyable? On les avait pas vus comme ça depuis très longtemps. Personne n'a vraiment battu McLaren d'aussi loin cette saison, à part à la limite Russell à Montréal. Et encore, la question se pose. En vrai, il est possible qu'ils se rapprochent un peu de la tête de course. Ils ont apporté un plancher qui leur a permis de faire un pas en avant net à Monza. Ils ont quand même beaucoup progressé. Et puis Bakou partage certaines caractéristiques avec le circuit italien, même si on est quand même sur un challenge bien différent au vu de la nature du circuit et du nombre de virages. Perso, je pense que la perte de Red Bull à Monza est largement issue d'un choix de réglage parfait et d'un pilotage magnifique de la part de Max. Il y a peut-être aussi un peu d'incapacité de McLaren à trouver le bon setup sur cette course-là. En tout cas, ça va être intéressant parce que l'an dernier, Max avait galéré de fou. Ça avait aussi été le cas à Monza et on a vu le résultat. En fait, ce que je trouve cool sur ce Bakou 2025 les concernant, c'est qu'il peut nous donner quelques réponses pour la suite de la saison. En gros, est-ce que Red Bull pourra venir challenger McLaren un peu plus que ce qu'on imaginait avant Monza? Voilà. Après, pour ceux qui rêvent d'un retour de Max au championnat, désolé les gars, mais je vois pas comment ça peut arriver. Il y a 94 points d'écart au moment où on se parle, ça fait 3 victoires plus 19 points, il reste 7 courses, autant se le dire, il faudrait qu'il se passe des dingueries pour que ça arrive. Je compterai pas là-dessus si j'étais vous. Bref, on va avoir pas mal de réponses en ce qui concerne Red Bull ce week-end.
Et si Isaac Hadjar avait signé chez Red Bull pour 2026? C'est la rumeur la plus persistante avant ce Grand Prix de Bakou. Elle vient de sources allemandes et autrichiennes très sérieuses. Isaac aurait été informé de son transfert chez Red Bull Racing aux côtés de Max Verstappen l'an prochain. Et en vrai, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est mérité, les gars. Vous vous rendez compte de ce qu'il fait sur une première saison de F1 dans une V-Carb? P9 au championnat, 38 points marqués, un podium acquis à la régulière? C'est une dinguerie. Il marque 26 points de plus que Yuki qui est dans la Red Bull. Il est plus rapide et plus régulier que Liam Lawson qui fait aussi une saison tout à fait correcte depuis son retour. C'est juste fou. En plus, le contexte aide puisque Red Bull veut mettre Lindblad dans la V-Carb. Donc, il va probablement être promu dans l'écurie mère. Donc là, logiquement, une question se pose. Est-ce que c'est une bonne chose? Et j'ai une seule réponse à vous donner. Oui. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est sa trajectoire. C'est un pilote Red Bull, donc l'objectif, c'est d'être un pilote Red Bull Racing. Depuis le début. C'est son destin, il travaille pour ça depuis toujours, ça sera un objectif de cocher. Ensuite, je pense qu'il faut distinguer deux choses. D'abord, la structure d'avant, donc menée par Horner et son équipe, et celle qui gère maintenant, donc managée par Laurent Mekies. Là, les gars, on est sur deux choses complètement différentes. Horner, il avait son style, ses qualités et ses défauts, et il insufflait une énergie qui faisait aussi que c'était peut-être difficile de conduire cette Red Bull numéro 2. Il a joué un rôle immense dans le succès, je dis pas le contraire, mais il est aussi possible que ce qu'on voit depuis des années maintenant avec la numéro 2 soit lié en partie à lui et à son équipe. C'est un point super important pour Isaac et sa potentielle promotion. Ça change vraiment beaucoup de choses. Ensuite, il ne conduira pas une voiture issue de cette ère technique. Il va arriver dans un contexte de nouvelles réglementations, et ça peut tout changer pour lui. On repart à zéro, de son côté, du côté de l'équipe, et de celui de Max. Ça compte énormément. Ensuite, il va avoir une période hivernale différente. 2 sessions d'essai, c'est plus que ce que les autres ont eu, et c'est hyper important. Il aura plus le temps de se mettre en jambe avec ces nouvelles voitures que tout le monde va découvrir. Ça, c'est pour l'aspect global. Ensuite, je pense que c'est peut-être le premier qui a la tête faite pour tenir tête à un mec comme Max Verstappen. Il n'a pas encore l'expérience des autres, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le challenge au niveau des entourages, avec les influences de Max, son père, etc., ça va être énorme. Mais quand je vois un mec solide qui va rien lâcher, qui va se battre pour aller taper le mec d'en face. Se frotter à Max, c'est sûrement le plus gros challenge qui existe en Formule 1 aujourd'hui. Mais perso, je crois en lui là-dessus. Je dis pas qu'il le battra, je dis que dans la tête ça va tenir. Isaac, je l'ai côtoyé 2-3 fois, je peux vous dire que c'est un mec qui a une mentalité de battant, de gagnant, comme rarement j'en ai croisé. Donc je me trompe peut-être et je souhaite pas que ce soit le cas, mais je le sens pas trop mal sur le challenge mental. De toute façon, il me l'a dit dans le podcast. En gros, je vais aller dans la voiture de Max et savoir si... Et je veux savoir ce que je vaux en fait. C'est ça mon objectif. Voilà, on y est presque. On refera un point quand ce sera annoncé si ça l'est. Là, je referai une vidéo complète, mais bon, au moins vous avez mon avis sur la question. Vous pensez que ce serait une bonne chose pour Isaac, vous ? On connaît le détail des courses sprint de la saison prochaine, et c'est assez intéressant. Il y en aura 6 comme cette année, et vous allez voir qu'on a fait évoluer un peu tout ça. On va commencer en Chine à Shanghai, puis on aura un à Miami, au Canada, ça c'est une nouveauté, à Silverstone, aux Pays-Bas et à Singapour. Il y a quelques petites choses à dire sur ce programme quand même, les gars. D'abord, bon, la Chine c'est cool, le circuit est pas mal, je valide. Ensuite, Miami, bon, depuis 2 ans on a des courses qui valent le coup. Cette année le sprint était cool, on va dire qu'on est bon. Montréal c'est validé aussi, le circuit s'y prête de ouf, et c'est tellement changeant de niveau météo qu'on pourrait avoir de la pluie. Silverstone, je valide tout ce qui se passe sur ce circuit. Perso, c'est un grand oui, rappelez-vous de 2021. Zandvoort, on va dire que c'est un cadeau d'adieu, quoi. Je vous rappelle qu'on n'y va plus après. Étonnant quand même parce que c'est hyper dur de doubler. Après, il peut pleuvoir, donc c'est un peu qui tout double. Et enfin, Singapour pour les paillettes. Pas fan perso, puisque c'est un circuit où ça double pas beaucoup. Par contre, ça se fera sûrement dans des conditions inédites, où à tout moment il fera jour. Et ça, c'est cool. Donc voilà, c'est pas mal. Un peu déçu qu'on n'ait pas le Brésil, parce que là-bas, il se passe toujours des trucs. Et bon, globalement, c'est un calendrier intéressant. Vous en pensez quoi, vous ? Avant de continuer, messieurs, dames, si vous appréciez la vidéo, lâchez un petit abonnement et un pouce levé, ça aide beaucoup la chaîne à grandir. On reprend. Sous pression avant ce Grand Prix, Andrea, Kimi, Antonelli. Parce qu'il y a un truc qui a changé à Monza. Vous le savez, Kimi, c'est un produit Mercedes. Il a toujours été poussé par eux, principalement par Toto Wolff, et jusqu'à maintenant, il a été sur une autoroute. Il a eu un début de saison très intéressant, mais depuis le Canada et son podium, c'est très compliqué. Il a marqué 3 points en 6 courses dans une Merco, en vrai le mot n'est pas assez fort. Et donc à Monza, Toto Wolff a déclaré que c'était insuffisant, pour la première fois de la saison. En Italie, il a encore une fois été très maladroit, il y a eu un spin, des difficultés à dépasser, une pénalité, c'était bordélique et je suis gentil. Le problème, c'est que c'était son meilleur résultat de la saison européenne. Une P9. Il sera donc encore une fois sous pression ce week-end. Le fait que Toto Wolff fasse ce genre de déclat, c'est assez inédit. Il va falloir qu'il réagisse parce qu'il est vraiment à la rue à côté de son coéquipier. Alors il est super jeune, inexpérimenté, surtout dans un top team. Et bon, il est comparé aux autres rookies et surtout il paye un peu l'énorme hype qu'on lui a mis sur le dos. Vous connaissez mon avis sur la question. En tout cas, ça sera une occasion pour lui de revenir aussi. Franchement, j'espère que ce sera le cas. Oliver Berman risque une suspension ce week-end à Bakou. En fait, c'est marrant parce que d'un côté, c'est l'anniversaire de sa première course avec As, et de l'autre, il est vraiment sous pression. Oliver Berman, il est à 2 points de prendre une course de suspension. Vous le savez, les pilotes ont un permis de 12 points qui déclenche un ban si on atteint le total. On en a beaucoup parlé pour Max Verstappen cette année. D'ailleurs, c'est ce ban qui lui avait permis de rouler à Bakou l'an dernier à la place de Kevin Magnussen. Vous avez capté, c'est automatique, donc s'il prend 2 points, il sera out sur la course d'après, et il aura cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, jusqu'après le Grand Prix du Mexique.
En vrai, c'est chaud. C'est un pilote du midfield qui se bat en permanence. Il y a beaucoup plus d'action que pour les top teams. Du coup, ça pourrait être compliqué pour lui de rester à 10 points pendant 4 Grands Prix. On va voir ça, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas évident. D'ailleurs, ce système va encore faire parler de lui à Bakou, puisque vous l'avez peut-être vu, mais la pénalité discutable qu'avait pris Sainz aux Pays-Bas a été supprimée par la FIA. Ce qui pose pas mal de questions, puisque ça a affecté son résultat, évidemment. Donc on va en parler, et ça concerne aussi directement Berman, qui sera sous pression ce week-end. Je m'embourbe un peu en ce moment. Jean-Michel n'est pas très en forme. Faut dire que cette saison, c'est assez compliqué de s'amuser. Pas grave, on repart sur une prédiction ce week-end. Le sponsor de cette vidéo, comme d'habitude, c'est Winamax. Et aujourd'hui, Jean-Michel Prédiction te propose tout simplement la meilleure offre qui existe sur la F1 en France. Winamax et Jean-Michel Prédiction, maintenant tu connais, c'est imbattable. Tu cliques sur le lien en description et c'est là que la régalade arrive. Winamax te rembourse ton premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 € et t'offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash aussi avec le code Lucas10. Donc par exemple, tu crées ton compte, tu déposes 100 balles en entrant le code Lucas10 pour toucher les 10 € de bonus, tu places ton premier pari, et s'il est perdant, Winamax te rembourse dans la limite de 100 €. C'est valable pour la F1, le foot, le tennis, ce que tu veux. Vous l'aurez compris, ça aide beaucoup la chaîne, donc pour ceux qui avaient envie de parier et qui se sont inscrits, merci beaucoup. Évidemment, je vous mets tous les liens en description. Et ce week-end, pour Bakou, j'ai envie de partir sur un truc qu'on n'a pas vu depuis un moment. Je vais pas vous sortir un podium de Lewis, là-dessus j'ai capté, ça va pas arriver. Non, là je vais aller sur un mec qui est un métronome depuis le début de la saison, mais qui agit dans l'ombre. Un mec qui roule en gris et qui porte son équipe sur ses épaules. Vous l'aurez compris, messieurs, dames, ce week-end, c'est George Russell qui va monter sur le podium. Vous l'aurez entendu ici en premier. Les cotes, c'est comment? Alors, pour la victoire, les McLaren sont favorites, évidemment. Max suit devant Charles. Le podium, c'est Max et Charles qui tiennent la corde, devant Russell et Lewis. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux, c'est de trouver un travail. Avant Monza, je vous avais demandé de me faire vos meilleures prédictions, et vous l'avez fait. Il y a Sidney Barden qui a été bon. Ce week-end, ça ne sera pas une McLaren qui va gagner. Et vu leur forme, c'est un gros pronostic, je l'avoue. J'avoue aussi, bien joué. Captain Noob a géré aussi. Verstappen P1, Norris et Piastri ensuite. Efficace. Messieurs, dames, je vous rappelle que dans chaque preview, j'affiche 2 prédictions que vous faites en commentaire, et qu'à la fin de l'année, je fais gagner un gros cadeau sur un tirage au sort fait parmi les commentaires affichés. À vos claviers. Tu me fais ta prédiction? Ce jour-là, un quadruple champion du monde a littéralement pété les plombs. Grand Prix d'Azerbaïdjan 2017. Sébastien Vettel mène le championnat, Lewis Hamilton le suit de près. La tension est à son maximum. Sous safety car, Hamilton ralentit pour garder ses pneus au chaud. Vettel est juste derrière, pile, et percute légèrement l'arrière de la Mercedes. Il est persuadé qu'il vient de se faire brake tester. Mais c'est pas fini. En colère, Vettel se met à hauteur d'Hamilton, lève la main, puis lui donne un coup de volant. Roue contre roue, sous drapeau jaune. Incompréhensible. Au début, on se dit que c'est pas fait exprès, puis on réalise que c'est un geste d'humeur. Hallucinant. Les commissaires lui infligent un stop and go de 10 secondes et 3 points sur son permis. La FIA ouvrira même une enquête après la course. Vettel finira par présenter des excuses publiques. Et bon, ce geste restera comme une faille dans son mental, au pire moment. Pendant ce temps-là, la course part en vrille, crash, relance, neutralisation. Hamilton doit s'arrêter pour remettre son headrest qui est mal fixé. C'est lunaire. Et c'est Daniel Ricciardo qui en profite pour aller chercher une victoire totalement inattendue. Bottas et Stroll complètent le podium. Bakou 2017, c'est pas juste un pétage de câble, c'est le moment où le duel Vettel-Hamilton a changé de ton. Et peut-être le jour où l'un des plus beaux titres de Vettel lui a définitivement échappé. Alors, ce circuit de Bakou, encore un tracé qui peut déclencher des petites dingueries. Au calendrier depuis 2016, il est un pur produit de la F1 moderne, et donc assez clivant parmi les fans de F1. C'est un mix de large et d'étroit, beaucoup de virages à 90 degrés, et surtout une ligne droite interminable. L'environnement est fou avec la cité médiévale de Bakou juste à côté, et sur ce tracé, les erreurs ne seront presque jamais pardonnées. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans cette immense ligne droite descente qui est assez bosselée. C'est ici que vous verrez la majorité des dépassements sur ce circuit. Au numéro 1, gros freinage. En sortie, attention au mur. Ça repart pour une petite ligne droite jusqu'au 2 qui est aussi à 90 degrés. On passe la ligne de détection du DRS qui va permettre au pilote de se rapprocher un peu de celui qui les précède. On pousse donc à fond entre les murs de Bakou pour arriver sur un enchaînement un peu plus lent avec les 3 et 4. Le secteur 2 commence avec le gauche-droite du numéro 5. Et ici, attention à la réaccélération. Parce que c'est à fond jusqu'au 7 qui débouche sur l'enchaînement le plus iconique de ce circuit, les 8, 9, 10 et 11. Là où Charles Leclerc s'était sorti en 2019. I am stupid, vous vous souvenez. Au 12, on va entamer un enchaînement en étoile très rapide jusqu'au 15 où il faudra freiner assez fort. On remonte sur les gaz et au 16, on entre dans le dernier secteur qui est donc le plus rapide. Sur les 4 derniers virages, il faudra bien suivre la trajectoire entre les murs. On va maintenant entamer cette très longue ligne droite et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo de ce Grand Prix. Vendredi, ça devrait être ensoleillé et chaud. Samedi, il fera plus frais avec un petit risque de pluie. Et dimanche, ça sera nuageux avec les mêmes températures. Le programme du Grand Prix de Bakou. Vendredi à 10h30, on aura les FP1 et à 14h les FP2. Samedi à 10h30, ce sera les FP3 et à 14h les qualifs. Et dimanche à 13h, le Grand Prix. Pour ma part, ce week-end, je ne serai ni sur le plateau de pole position, ni aux commentaires de la course. On se voit pour le débrief. Les gars, avant de terminer cette vidéo, comme d'hab, je vous propose un contenu que vous allez kiffer. Et aujourd'hui, je vous recommande ma dernière vidéo, dans laquelle je vous parle des 10 plus grandes innovations que la F1 a apportées au monde. Je vois pas comment ça peut ne pas vous intéresser. Vous allez voir, ça part dans tous les sens.
Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!